Je reste avec vous. De plus en plus, des cadres et même militants, sympathisants même parfois, hein, des partis d'opposition se plaignent des conditions de travail. Parfois, ils sont persécutés, ils sont parfois remerciés sans raison, parfois parce que les employeurs, leurs employeurs subissent des pressions. On a donc vu une tribune récemment faite par Michel Ndoki, qui a clairement expliqué comment ses collègues avocats ont de plus en plus de difficultés à trouver des clients qui parfois s'en vont sous des pressions de l'administration. Vous trouvez que c'est toujours ça, la démocratie, la loi, qu'il faut respecter? Un commentaire là-dessus, c'est une réalité que vous semblez... Attendez, j'ai un contentieux vieux de 2 ans contre le ministère des Marchés publics au Cameroun sur des marchés qui m'ont été, où mes intérêts ont été bafoués. Et quand on les a bafoués, on n'a pas tenu compte du fait que j'étais militant de RDPC. Il faut arrêter tout ça. Fogé, aujourd'hui, là, qui est en prison, il est professeur des universités, dans des universités d'État. Est-ce que vous avez entendu un jour qu'il a été rétrogradé, recalé en grade, ainsi de suite? Non. On le fait en toute conscience de cause. Fabien Keïa a souvent clairement dit qu'ils ont des difficultés à avoir des clients parce qu'ils sont de l'opposition. On a vu des Camerounais éjectés de leur boîte parce qu'ils étaient de l'opposition. Est-ce que c'est toujours normal en démocratie? Écoutez, Jules Lazare, nous avons en partage cette histoire-là, c'est celui de dire effectivement qu'on doit travailler, on doit bien travailler, on doit être au top de sa connaissance. Vous pensez que je couvre sur les dossiers au Cameroun? Je pense qu'on me donne pas suffisamment de dossiers par rapport à la qualité de travail que je peux produire. Le système, il est ainsi fait. Est-ce que pour autant, je vais dire que c'est parce que je suis dans l'OMS, que je suis dans l'ORDP, que je suis discriminé? Le système de marché fonctionne comme il fonctionne. On vous donne un dossier aujourd'hui, on peut vous l'enlever demain. Et très souvent, les gens qui m'ont donné le dossier, ils ne sont pas... J'ai très peu de dossiers qui me viennent du gouvernement. Je n'en ai même pas. Vous comprenez? Je suis pourtant député. Je suis parmi 4 millions d'habitants. Je suis parmi les 180 personnes aujourd'hui qui parlent au nom de l'État. Et donc, il y a une certaine visibilité. Je suis également l'un des militants qui est au Four et Moulin, y compris à venir affronter des frères et des sœurs, ou des frères comme Jules Lazare, c'est des amis. Mais pour autant, je ne pense pas qu'on me donne des cadeaux. Hein. Ma motivation première, c'est de défendre la République. Après, maintenant, il y a des gens qui, à travers cette activité-là, pensent qu'ils peuvent avoir des retours. Je ne les attends pas et donc je n'ai jamais reçu. Et je ne suis pas sûr que j'ai un statut de privilégié à l'intérieur du corps social. Je n'en ai pas. Et pour cette raison-là, je ne peux pas comprendre que les opposants également puissent faire l'objet de discrimination. Si tel est le cas, ils seraient condamnables, mais également condamnés en même temps que le fait que je ne puisse pas avoir un certain nombre de privilèges. Je vous confirme simplement que c'est une tribune faite par Michel Ndoki qui dit clairement avoir perdu un certain nombre de clients et que le constat est fait également auprès de ses autres confrères, confrères qui ont perdu plusieurs clients parce que du MRC. On est en démocratie. Je pose la même question à Jules Lazare Fogé. Jules Fogé. C'est pas le crédit de la crédibilité, si vous permettez la tautologie. C'est la réalité. Jules Fogé, alors, ici, l'opinion se plaint de plus en plus de la difficulté à continuer à exercer professionnellement au Cameroun lorsqu'elle est dans l'opposition. Vous pensez quoi de cette réalité? Est-ce une fumisterie ou est-ce un cas réel existant dans notre public? Non, mais je crois que toute personne qui connaît un peu, ne serait-ce que le minimum de fonctionnement de la société camerounaise, sait que ce que Ndoki a écrit est vrai, c'est juste. Je le sais, même si mon ami Sam fait semblant de pas le connaître, il est sur le terrain, il sait que ça marche comme ça. Il sait que pour un certain nombre d'éléments, il faut montrer patte blanche, il faut montrer comme ça. D'ailleurs, je rappelle que pour les cas dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, les militants, non, on parle plus précisément de Bibounissa et de Alain Foguet. Pourquoi ils ont refusé à un moment donné de déférer devant les convocations? Parce que leurs avocats, dans l'incapacité de pouvoir défendre honnêtement, juridiquement leurs clients, ont déposé leur robe. Donc il va pas me dire, Samuel, qu'il ne sait pas ça. Non, nous avons une société qui doit avancer, qui doit changer, parce que c'est une société qui, pour beaucoup, marche sur la tête.
Et dire ça n'est pas vouloir renverser les institutions. Dire ça, c'est juste observer avec Ndoki et avec d'autres personnes la réalité de ce pays-là, que Sam connaît, qu'il connaît. Donc voilà, comme je lui ai dit encore une fois, à certains moments, il faut oublier qu'on est député du RDPC et poser les problématiques pour qu'ensemble on avance. C'est ça l'objectif de la chose. Jules, je peux également admettre, parce que là, c'est que quand tu le dis comme ça sous le sceau de, c'est pas moi, de quelle information crédible, moi, je peux pas également m'aventurer là-dedans. Mais je peux également te dire, pour avoir lu Jacques Berciès pendant longtemps, et pour avoir lu également du Paul Moretti pendant longtemps, je sais qu'il y a une défense de rupture et une défense de connivence. Et très souvent, lorsqu'on envisage également qu'on va dans une défense de rupture, c'est que très souvent, on a également fait l'état de lieu de ce que la cause est perdue. Et au lieu d'aller assister son propre procès, défendre son propre client, on se met à faire le procès de l'institution elle-même. C'est également une posture de la défense qui existe et qui est reconnue. Ça m'étonnerait que Moretti ait fait ça parce que Moretti est réputé pour être le défenseur de causes perdues. Et qu'il les a toujours gagnés. Et qu'il les a toujours gagnés. Donc tu vois, quand tu cites Moretti, tu t'avances là sur un terrain légèrement différent. Parce que c'est quelqu'un qui est supposé être le défenseur de causes perdues. Non, je crois pas que les avocats d'Alain Foguet de Bibou Nissar ont considéré que la cause était perdue. Je crois pas. D'abord parce que quand vous avez des renvois sur renvois sans qu'on vous explique les raisons pour le renvoi, tu le sais, ça colle pas. Je rappelle qu'ils sont en prison depuis un an, hein. Plus d'un an d'ailleurs, parce que c'était en septembre qu'ils étaient arrêtés, et que tu peux pas m'expliquer les raisons pour lesquelles il y avait des renvois sur renvois. Donc à un moment donné, les avocats estimant ne plus être en capacité de faire le travail, mais je prends ce cas uniquement comme pour du mauvais fonctionnement de notre système, qu'il soit judiciaire, qu'il soit administratif, qu'il soit économique. Pour donner du lot au moulin à la tribune de Michel Ndoki qui dit nous on ne peut pas travailler parce que justement on nous a catalogués comme étant de l'opposition et que les clients disent bah je peux pas aller chez un avocat de l'opposition parce que de toute façon si je vais chez lui on va me mettre tous les bâtons. Voilà, ça c'est une réalité, c'est une vérité. Si tu me dis que tu la connais pas, c'est qu'il y a un petit souci là entre Gilles Michel Ndoki, je l'aime beaucoup, j'aime bien les femmes fortes qui créent de l'adversité à l'intérieur du tissu social, parce qu'également l'adversité, c'est quelque chose qui nous fait grandir, mais ce n'est pas un modèle non plus. Oui, alors toujours pour rester sur ces libertés-là. Vous me permettez, hein, on va finir sur cette thématique. On reste sur les libertés, effectivement, et sur la justice camerounaise. Toujours parlant de Michel Ndoki, elle a commis une tribune il y a quelque temps, dans laquelle elle rappelait comment elle est presque aujourd'hui définitivement en exil. Parce qu'il circule comme ça au Cameroun, dans l'administration camerounaise, autant pour moi, une espèce de document alléguant de ce qu'il faille qu'elle soit arrêtée le jour où elle viendra au Cameroun. Sommes-nous toujours en démocratie? Que pensez-vous? C'est une tribune qui a été rendue publique. Je vous écoute, Samuel Durimot. Bon, on peut également s'envisager un personnage. En même temps, je ne suis pas sûr que nous sommes dans une république où la GESAPO est la règle de fonctionnement. Maintenant, si on lui reproche un certain nombre de choses, je ne suis pas au courant, on pourrait également être amené à l'arrêter. Mais j'ai plutôt reçu des informations toutes fraîches selon laquelle il serait disposé à partir de MRC, parce qu'il se voit très bien que dans le parti là, dans lequel on pense que tenir un discours politique, c'est faire transformer la place publique en amphithéâtre. Il y a beaucoup de restes stratégiques qui ont été commis et que s'il peut trouver, c'est pas moyen d'appui quelque part, il changerait bien de cap. C'est bien ce que j'ai entendu jusque-là. Maintenant, est-ce qu'elle est traquée? Ça, je ne suis pas au courant. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'au Cameroun, on traque les gens. Jules Foguet. Michel Ndoki, donc, dans une tribune parue il y a quelques semaines déjà, dit clairement être définitivement en exil parce que l'administration camerounaise se partage une circulaire dans laquelle il est clairement demandé qu'elle soit interpellée, détenue le jour où elle revient au Cameroun. Et cette information lui a été révélée de manière indiscrète par des gens qu'elle connaissait. Est-ce que vous avez connaissance de ces pratiques-là au Cameroun? Que vous inspire cette dénonciation publique de Michel Ndoki? D'ailleurs, je n'ai pas de raison fondamentale de remettre en doute ce que Michel Ndoki dit, puisqu'elle le dit publiquement. Elle ne l'a pas dit sous la couette, hein. Elle l'a dit publiquement, donc je n'ai aucune raison, ni aucun argument de mettre en doute. Elle nous a fait. Bon, voilà, j'ai aucune raison de mettre en doute. Par contre, je suis présent sur les réseaux sociaux, je pense mon ami Sam aussi.
La plupart du temps, quand tu avances une idée qui est en opposition à ce que pensent les caciques du RDPC, ce que tes contradicteurs te disent, c'est bah, viens dire ça ici à Yaoundé, on va. Bon, voilà, je dis pas qu'ils ont la capacité de mettre en exécution, mais je vous mets au défi, d'aller sur Internet et de regarder toutes celles et ceux qui pourraient avoir dit quelque chose contre les caciques du pouvoir ou contre le pouvoir en place. La réponse qui revient incessamment, c'est viens le dire au Cameroun, on va. Viens le dire au Cameroun, on va. Ce qui veut dire effectivement qu'il y a certainement une menace qui pèse sur un certain nombre de personnes. Moi, je ne me sens pas, je me sens pas forcément concerné par forcément ce type de menace, parce que moi, je viens régulièrement au Cameroun. J'ai jamais été arrêté, bien que je fasse effectivement de la politique et que je sois totalement contre la manière dont le président Biya conduit les destinées de notre pays. Je le dis le plus simplement possible. Maintenant, il reste effectivement qu'il y a des menaces. Il reste maintenant qu'on a écouté des conversations téléphoniques entre le colonel Mbamkoui et un certain nombre de personnes, qu'on a compris un ensemble de menaces qui, mis bout en bout, peuvent laisser penser que, voilà, sur cette problématique-là, chacun peut faire son expérience, mais si je voudrais faire terre à terre, comme on sait le faire chez nous au Cameroun, je dirais simplement qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et qu'à partir du moment où Maître Ndoki prend la liberté de le dire publiquement dans une tribune publique, elle a des raisons qui l'amènent à dire ça, et moi j'ai aucune raison de douter de sa parole, en tout cas en l'état actuel des choses. Alors, je propose actuellement, sauf si vous voulez, je vous laisse, vous allez rebondir, Samuel Durémont, vous allez rebondir à ce qu'il a dit, mais je propose quand même qu'on aborde la dernière thématique de du rendez-vous cet après-midi. On était donc hier le 31 décembre. 31 décembre, et vous connaissez tous que c'est le jour où on a droit à toutes ces allocutions des hommes politiques majeurs de notre pays. On a donc eu à l'allocution du président de la République du Cameroun et puis de Maurice Kamto, de Cabral Libi. Comme ça, d'entrée de jeu, je voudrais simplement, tout en laissant effectivement à Samuel Durémont la possibilité de répondre à la réaction tout à l'heure qui a été celle de Jules Fauguet. Samuel Durémont, quelles ont été vos impressions sur ces allocutions devenues traditionnelles de plusieurs hommes politiques du Cameroun? Et puis, laquelle des allocutions vous aura le plus marqué hier? Je vous écoute. Bon, écoutez, déjà, pour terminer, pour clore le chapitre sur Michel Ndoki. Michel Ndoki également, c'est cette fille-là que l'on découvre en Mondo Vision au Conseil constitutionnel, qui nous fait tout un théâtre sur les fameux PV qui aurait pour conséquence à entacher l'impartialité du scrutin au Cameroun, la transparence du scrutin au Cameroun. Là également, je peux vous dire de mémoire d'homme et de mémoire de la personne qui le sait au quotidien. Ça a tout simplement été tout un théâtre totalement monté de toutes pièces qui n'avait aucun fondement sur la réalité. Donc, quand Jonas Fogg me dit à partir du moment où elle a dit on peut considérer que c'est vrai, je suis très réservé à ce qui concerne ces propos. C'est des gens qui ont pour vocation très souvent à déformer les propos. Maintenant, vous nous parlez également des déclarations des responsables politiques pour l'année qui vient de s'achever, pour l'année qui s'ouvre. Il y a une seule déclaration qui, pour l'heure, j'ai lu avec beaucoup de questions, avec beaucoup d'attention. C'est celle du président de la République, dont j'ai eu l'honneur d'ailleurs de commenter dans une chaîne pendant à peu près de 3 heures. Les autres déclarations, je vais les regarder à tête reposée, mais je me demande à titre de quoi ils font ces déclarations-là. Il y a mon ami Anissé Kadek qui il singe le fait d'être président de la République. Ils font une singerie. Ils font comme si c'était président de la République. Il a enchaîné en disant, lorsque vous singez, ça veut dire que vous devenez un singe. Ils ne sont pas présidents de la République, ils s'adressent aux gens. Bon, j'aurai le temps nécessaire de pouvoir regarder, mais il faut que chacun de nous reste à sa place. Nous avons pour le moment une institution qui est suprême, qui est représentée par un homme, le président Paul Biya. On l'aime, on l'aime pas, ce sera lui le président jusqu'à, je crois, qu'à 2025. Après, maintenant, si on décide de tourner la page, on la tournera. Et sans inquiétude, ça toutefois qu'aucun de nous ne soit inquiété. Je reste avec vous. Je reste avec vous sur le président Paul Biya. Dans son allocution d'hier. Ok, je reste avec vous sur le président Paul Biya. Dans son allocution d'hier, il a parlé de transformation de ville.
je vais dire à l'aube de cette canne qui arrive là. Transformation de ville. J'ai également entendu des mots, voirie urbaine totalement modernisée, des plateaux techniques, n'est-ce pas? Et puis des hôtels de haut standing qui ont été construits. Et il a même ajouté des universités d'État qui sont en cours de construction. Il a même aussi parlé des kilomètres de route. Ça veut dire remote. Vous qui vivez à Douala, vous avez l'impression que la ville de Douala a été transformée par le président Paul Biya? Voilà, mais alors là, écoutez-vous, c'est très loin. Mais attention, il m'est arrivé très souvent d'arriver dans une boulangerie et de me retrouver en face de quelqu'un qui vient vers moi, qui me salue, on commence la discussion, et il me dit, ce que vous ne savez pas, je viens par exemple des États-Unis. Mais je suis tout à fait surpris parce que je constate sur le terrain, parce que entre la situation qu'on nous présente là-bas comme étant une situation totalement délétère de ce que moi je vis ici, c'est une chose totalement différente. La ville se transforme sous nos yeux. On ne le voit pas. Voilà où vous vivez? Attends. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes dans un paradis. Pour vous le concéder, par exemple, la sortie la pénétrante Est, qui va nous permettre notamment d'aller au stade de Japoma. Oui, c'est une pénétrante pour lesquelles les travaux ont été interrompus aujourd'hui, je vous le conseille. D'accord. Là, tout simplement, pourquoi? Parce que le système de passation de marché nous a fait faux bon. La personne que nous avons sélectionnée pour pouvoir réaliser ces travaux-là n'a pas été à la hauteur. Le travail lui a été retiré, confié à McGill. Il se passe seulement que McGill, exécutant ces travaux-là, on a eu encore une alerte encore plus forte au niveau du stade de Lembe, et la personne McGill ne pouvait pas se départager sur des chantiers. On a fait un arbitrage à un moment donné en disant on va se consacrer au stade de Lembe pour qu'il puisse être livré aujourd'hui. Très bien. Après maintenant, la ville se transforme. Elle se transforme. Le problème, c'est que très souvent, quand on a fait quelque chose, après on considère à dire cela va de soi. On ne s'attarde pas pour pouvoir s'émerveiller. Jules, il faut donner quelques minutes à l'émerveillement au quotidien. Ça permet de voir le monde différemment. Je suis à Bonamoussade aujourd'hui. Jules connaît le contexte. Il y a quelques années, pour sortir de cette grosse agglomération-là, qui est également née de la volonté des dirigeants de voir effectivement qu'on ne peut pas tous agglutiner à Bonandion, pour pouvoir sortir de cette agglomération pour aller au centre-ville, c'était la Croix et la Bannière. Il y a quelques années, après beaucoup d'hésitations, beaucoup de blocages, on a fait le prolongement du boulevard de la Liberté. Non, de la République, non évocateur, la République. Aujourd'hui, on a plus 15 minutes pour pouvoir arriver à Bonandion. C'est 15 minutes. Les gens qui empruntent cet axe-là aujourd'hui, quand ils passent par là, ils oublient qu'il y a 10 ans, on restait là à attendre pendant 30, 45, 1 heure sur place pour pouvoir savoir si on continue à rouler. Non, moi qui passe là, qui veux discuter les changements, les moindres changements, des transformations qui se opèrent sous nos yeux, je dois m'émerveiller de voir effectivement que ce boulevard-là a été prolongé. Boulevard de la République. De la même façon, Jules va me dire, ouais, mais où est le troisième pont? Non, on doit noter également qu'il y a une deuxième pont qui fait que la circulation est encore plus fluide entre Bonabéry et le centre-ville d'Akwa aujourd'hui. Il y a des transformations qui s'opèrent. De la même façon, je vis plus ou moins en base à Bonamoussadi. Il m'est arrivé d'aller du côté, je crois que c'est Bilonguin, c'est des quartiers vraiment où je ne vais pas souvent parce que je ne suis pas quelqu'un, je suis plutôt un casanier. J'ai vu des transformations des routes qui se font à cet endroit-là. C'est des routes. Ça demande un effort d'investissement assez important. Or, la plupart des gens qui disent ça ne marche, ça ne marche pas, ils disent tout le temps ça ne marche pas, sans jamais s'attarder à ce qui marche. J'ai été dans un débat également tout récemment avec un collègue de l'Assemblée nationale qui pointe dans les partis d'opposition. Chaque fois qu'on lui disait, on disait que c'est médiocre. J'ai fini par lui dire, mais finalement, j'ai comme l'impression qu'il n'y a que le terme médiocre qu'on vous a appris à prononcer. Il y a des transformations, y compris les hôpitaux que vous avez évoqués tout à l'heure. Le Covid, les 180 milliards, on ne les a pas tous volés. Il y a des endroits, effectivement, il y a des anomalies qui ont été constatées, mais effectivement, cette pandémie-là, on essaie de ne pas la traverser parce que nous avons un plateau technique qui ne tient pas à la hauteur. Entre-temps,
nous avons changé de cap. Allez dans d'autres hôpitaux, les scanners que vous trouvez à ces endroits-là, les centres d'analyse que vous trouvez, le matériel, le plateau technique a changé de dimension. Nous avons des centres hospitalisés régionaux qui sont pratiquement établis dans tous les régions comment on appelle, du Cameroun aujourd'hui. Il faut voir. Les gens s'arrêtent tout simplement pour dire faites un tour à la Quintinée aujourd'hui, c'est un autre hôpital que vous allez retrouver là-bas. Et très souvent, quand les étrangers ils sont arrivés, ils vont dire tout compte fait. Les gens peuvent continuer à aller se soigner, à aller se réussir de bonne bien, mais ici également, il y a des gens qui viennent se soigner chez nous. Alors, d'accord. La régie, c'est bon? Alors, d'accord, Jules Fauguet, on vient donc d'entendre là, je pense qu'on ne va pas se tromper, une véritable apologie, n'est-ce pas, de la situation au Cameroun aujourd'hui. On est à deux doigts de se dire que c'est fini, hein, c'est fini les déplacements de Yaoundé, Douala pour Paris, pour se faire interner dans les hôpitaux américains. C'est un peu ce qu'on vient d'entendre. Un commentaire là-dessus, s'il vous plaît, on vous écoute. Non, deux choses, et puis je redirai mon sentiment par rapport au discours du patriarche Paul Biya, qui est le président de notre République. Première chose, lorsque Samuel dit à quel titre les gens font les discours et que son ami Ekane a dit que c'était des singes, ça montre ce que à la fois Ekane et Samuel Motte ont comme appréciation d'une démocratie. Dans la démocratie, on n'a pas besoin d'être président de la République pour présenter ses vœux aux Camerounais. On n'a pas besoin d'être président de la République. Dès lors qu'on ne le présente pas. Un parti politique a vocation à présenter ses vœux aux Camerounais en leur disant voilà ce que je compte en tant que parti politique vous proposer pour le futur. Donc ça montre là encore une fois la manière dont le parti au pouvoir perçoit la chose. Voilà, c'est triste, mais c'est la réalité. La deuxième chose, Samuel me dit je vais lui réclamer le troisième pont. Non, je ne vais pas réclamer le troisième pont, Sam, je vais réclamer le deuxième. Parce qu'il n'y a pas de pont sur le Vouri. On a construit le deuxième sous le premier. Tu sais comme moi, tu passes là. Le deuxième a été construit sur le premier. Donc, moi, je réclame encore le deuxième pont. Toi, tu es déjà au troisième, j'en suis encore au deuxième. Et puis, troisièmement, quand tu me vantes les caractéristiques des hôpitaux camerounais, je ne vais pas dire que rien n'a été fait ici, les choses ont été faites. Mais si ces hôpitaux étaient tellement bien que ça, pourquoi nous dépensons des milliards pour des évacuations sanitaires? Pourquoi tous ces milliards qu'on met sous la table pour faire des évacuations sanitaires, alors que nous avons des plateaux techniques qui permettent de prendre en charge tout le monde? Donc, je pense qu'il y a deux choses. Maintenant, mon appréciation, j'ai suivi, j'ai lu avec une attention toute particulière le discours particulier du président de la République. Je commenterai que c'est lui-là, parce que les autres, mon président n'a pas encore fait son discours, hein, le camarade Yarnier n'a pas encore fait son discours. J'aurais commenté celui-là avec beaucoup de fierté et de plaisir. Il n'a pas encore fait. Quand il le fera, je le commenterai. Je commente celui du président de la République. J'ai écouté beaucoup de choses, hein, j'ai lu beaucoup de choses entre effectivement les autoroutes Yaoundé-Kribi, Yaoundé-Simalen, Yaoundé-Douala qui seraient déjà opérationnelles. Bon, peut-être que depuis 6 mois que je n'étais pas au Cameroun, je n'ai pas vu qu'on avait inauguré ces autoroutes-là, mais il y a un souci. Moi, ce qui m'intéresse, en réalité, le président a parlé de la CAN, mais à aucun moment il n'a évoqué la gabégie de ce qui est devenu aujourd'hui le complexe Olembe, dont on ne parle plus que de stade Olembe. Le président a évoqué la terrible pandémie de Covid-19 pour nous donner ses recommandations, qui sont toutes prenables et toutes acceptables. Mais il n'a pas dit un mot sur la gabégie dont les Camerounais ont été éberlués en découvrant un matin comment on avait pu, dans le cadre d'une pandémie, leur faire ce mal-là. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot sur les punitions. Et ça, pour des vœux de fin d'année, ça me paraît triste. Le président a évoqué le NOZO, simplement en nous disant on va continuer à aller traquer les gens. Ce qui veut dire que nous, depuis 5 ans, nous essayons d'expliquer au patriarche Paul Biya qu'il doit arrêter la guerre au NOZO parce qu'un problème politique ne peut pas se résoudre par les armes. Ça fait 5 ans que l'Alliance patriotique crie haut et fort en disant « Monsieur le Président, prenez vos responsabilités, renvoyez l'armée dans les casernes, organisez un vrai dialogue inclusif. » Et quand je dis dialogue inclusif, c'est y compris les gens qui, aujourd'hui, seraient pour une Ambazonie indépendante. Parce qu'on doit se mettre autour de la table pour définir ce contrat social dont a fait allusion tout à l'heure Samuel Motte en parlant de Montesquieu. Nous devons définir ce contrat social. Nous devons régler le contentieux historique
qui existe entre nous. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ce qu'on appelle la guerre au Nozo n'est en fait que le reflet du contentieux historique qui existe entre le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Et que ce contentieux historique, l'Alliance patriotique le dit, l'Alliance patriotique le répète, il ne peut pas être résolu par la force des armes. Il ne peut pas. Nous demandons encore une fois au président Paul Biya, nous demandons au patriarche Paul Biya de prendre ses responsabilités, de mettre fin à la guerre, d'organiser un vrai dialogue pour régler ce problème, parce qu'il y a un contentieux. On ne peut pas fermer les yeux sur ce contentieux. Il existe ce contentieux. Le Cameroun occidental a été phagocyté par le Cameroun oriental. C'est connu, ça se sait. J'aurais attendu que le président de la République nous dise, à partir de 2022, je vais régler ce problème d'une manière différente. Parce que pendant 3 ans, pendant 4 ans, on a fait la guerre, ça n'a pas marché. Je vais écouter l'autre volet, je vais écouter l'Alliance patriotique et organiser un vrai. Voilà ce que je remets en place. J'ai entendu beaucoup de choses, mais l'essentiel n'y était pas. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'on redonne la paix dans ce pays. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'on répare les dégâts. Et pour ça, il faut que les enfants se remettent autour de la table, qu'on débatte dans un dialogue inclusif. Et quand l'Alliance patriotique dit inclusif, elle inclut y compris les enfants du Cameroun qui, à un moment donné, penseraient à une Amazonie indépendante. On les mettra autour de la table, on discutera ensemble et on verra comment sauver ce Cameroun. Ce Cameroun pour lequel Oumniobé, Moumie, Osende Afana, Ernest Ouandié ont versé leur sang. Voilà ce que j'aurais aimé entendre. Parce que je souhaiterais. D'accord. On va laisser Samuel Dudemode répondre à ce que vous venez de dire, s'il le souhaite. Mais je voudrais simplement lui rappeler également que si on comparait, n'est-ce pas, le discours de son président, le président Paul Biya, qui a donc parlé de ces kilomètres de route qu'il a fait construire, de ces hôpitaux qu'il a également construits ces dernières années, on note quand même que les transferts de malades, les transferts de malades du Cameroun vers Paris existent. Et puis on note également que le président Maurice Kamto, le président du MRC, faisait état dans son discours, lui, de la curiosité sur la construction de la route Douala-Yaoundé de 189 km où seulement 60 km ont été construits. Est-ce que cela ne vous interpelle pas, Samuel Dudemode, sur le bilan que c'est de nous brosser le président Paul Biya hier? On note également que si on prend seulement la ville de Douala, vous avez rappelé la pénétrante Est. Nous pouvons rappeler également que si vous allez même simplement au niveau du Carrefour Agip, les routes sont totalement... On n'a plus simplement des nids de poules, mais des nids d'éléphants. Si on prend également simplement l'entrée de Yaoundé, quand vous venez de Douala, vous avez 2 heures pour entrer à Yaoundé. Samuel Dudemode, vous avez la parole. Vous dites quoi? Vous êtes également autorisé à répondre à ce que vient de brosser ici Jules Foguet sur ce qu'est la solution de l'Alliance patriotique pour résoudre la question de la crise au nord et au sud-ouest. On vous écoute. Je ne suis pas en train de dire que nous vivons dans le meilleur des mondes. Je dis tout simplement qu'il faut, quand il y a des transformations, il faut également s'attarder pour pouvoir dire qu'il y a des transformations. Et d'ailleurs, le président de la République le dit, je crois qu'au détour de son éducation sur notre système démocratique, il dit peut-être que aux yeux d'un certain nombre de personnes, nous n'avançons pas assez rapidement, mais je tiens notamment à raffermir cette démocratie-là pour pouvoir laisser un paysage démocratique dans mon pays. Ça, c'est valable sur le plan politique, c'est également valable sur le plan économique et sur le plan infrastructurel. On essaie de faire ce qu'on peut faire dans la mesure du possible en pensant qu'effectivement, mais il arrivera toujours, nous sommes dans une course folle pour pouvoir rattraper ces besoins-là qui sont en croissance permanente. Il faut nous trouver un certain nombre d'écueils. Attendez, je vous reviens, hein. Si vous pouvez passer l'antenne, il dit, je vous reviens à scène. Dans une télé sans filtre, notre invité a été interrompu, il va nous revenir d'ici quelques secondes. On va donc continuer à l'attendre, parce que c'est malheureusement ça aussi Diaf TV, c'est la télévision sans filtre. On espère qu'il ne va pas tarder, parce qu'effectivement, on est également pris par les impératifs de temps. J'espère que la régie avait prévu ce contre-temps pour nous augmenter quelques minutes, le temps donc de boucler cette émission. On était dans la dernière partie de cette émission. Si vous nous retrouvez à l'instant... Je voudrais, Guy, profiter du fait que mon camarade s'est rendu disponible
pour rappeler à tous les Camerounais qu'il est bon d'aller regarder un peu ce qui se passe exactement. Je ne parle pas de la guerre en elle-même. On vit une triste guerre civile, mais de regarder les causes de cette guerre, de pouvoir réfléchir ensemble sur la manière de régler cette guerre. Et nous serons tous convaincus qu'on ne peut pas régler un problème politique par les armes. Ça ne se fait pas. C'est impossible. Or, ce qui se passe dans le Nozo, c'est un problème politique qui nécessite une réponse politique. Et la réponse politique doit être une réponse politique nationale qui réunisse autour de la table tous les enfants du Cameroun pour pouvoir discuter et regarder de quelle manière on va repartir sur des bases nouvelles. Voilà les vœux que formulerait l'Alliance patriotique aux Camerounais en ce début d'année 2022. Très noté. Je pense que ces vœux ont été notés. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu notre invité depuis Douala. Je suppose donc que c'est la régie qui a probablement rendu invisible notre invité depuis Douala. Je suppose qu'on le retrouvera aussitôt qu'il est revenu sur le plateau. Je regarde l'écran de contrôle. Je suppose que l'écran de contrôle, voilà, on me rassure qu'à l'écran de contrôle, tout est en place. Tout est en place. Juste le temps, donc je vais demander à la régie de passer un peu le jingle, le temps de revenir sur le plateau. Il va nous passer le jingle, comme ça le temps de revenir sur le plateau en attendant notre invité. Diaf Télévision, la chaîne qui brise les chaînes. 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 Voilà, on est revenu sur l'antenne, hein. On n'a toujours pas retrouvé notre invité. J'espère que le temps imparti pour l'émission nous permettra de l'attendre, hein, parce que nous n'aurons plus assez de temps. La régie m'informe que le temps imparti court vraiment vers sa fin. Et on ne va pas laisser longtemps tourner parce que nous sommes vraiment, mais aussi là, dépendants de la régie. On n'a pas un temps infini pour cette émission. On espère que notre invité depuis Douala va rapidement revenir, hein. Nous ne sommes pas sur une émission culturelle. On aurait pu mettre du bon son pour la mémoire de Nkodo Sitoni, hein. On aurait pu mettre du bon son de Nkodo Sitoni, mais malheureusement, n'étant pas sur une chaîne culturelle, on n'a pas prévu ce son-là de Nkodo Sitoni qui nous a quittés il y a quelques temps. Et nous saluons également le grand travail que mène Abdelaziz Moundé, hein, du côté de Paris, hein, à la Maison des Camerounais de France, où il a pendant une semaine durant présenté les œuvres de Nkodo Sitoni que la famille de ce grand artiste et chanteur qui nous a quittés il y a quelques temps leur a mis à disposition à la Maison des Camerounais de France. Malheureusement, nous n'avons pas prévu ce moment d'interruption pour essayer d'animer avec les œuvres de ce monsieur. Oui. Voilà, on a retrouvé notre invité depuis Douala. La régie va donc nous le remettre sur le plateau. Voilà, je pense que la régie m'informe qu'il est en train de reprendre place sur le plateau. Je suis disponible maintenant. En réalité, je n'ai pas... Mais, très cher Samuel Dudolibot, je suis malade à ce moment, hein, en réalité. Mais on n'est plus pas les impératifs de la régie, hein. On n'a pas, le temps infini avec nous, quoi, dans cette émission. Et puis on a des téléspectateurs qui sont assez exigeants quand même. Non, vraiment que je voudrais m'excuser pratiquement, mais là,
Alors, parce que tu m'as envoyé un certain nombre de signaux, il a fallu que je prenne un peu de discussion, que je prenne des cachets pour pouvoir continuer. Ce n'est vraiment pas de ma faute, c'est pas une liberté que... Non, mais c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. On est ici dans une télé sans filtre. Et puis, voilà, c'est aussi ça, la télé de demain. La télé de demain, c'est celle que vous suivez en ce moment. Diaf TV, c'est une télévision qui entre chez vous. C'est une télévision qui, n'est-ce pas, s'affranchit d'un certain nombre de contraintes pour vous faciliter des échanges, où que vous soyez, dans des conditions professionnelles, telles que vous le vivez en ce moment avec nous, là. Voilà, donc, vous avez la parole, Samuel Dudonné-Motte. Donc je disais que, alors... Je note que, ça veut dire, je note quand même qu'on aura bien tenu. Hein. On a pu s'approprier vos deux prénoms pendant toute l'émission. Samuel Dudonné-Motte, tel que le voulait votre papa. Hein. On vous laisse poursuivre. Je voulais seulement faire un clin d'œil il y a quelques temps. Et donc, bon, je crois qu'il sera content de voir comment on peut tenir. Maintenant, il y a un petit peu sur le mot. Là également, je vous dans votre boîte un article également qui correspond à une allocution que j'ai eue au niveau de l'Assemblée nationale lorsqu'on parlait du plan de reconstruction. Là, je crois que je fais œuvre de mauvaise citoyenneté. Hein. Quand j'entends encore qu'il repasse sur le fait qu'il faut négocier avec le machin, qu'il faut envisager même que l'on puisse, il y a un contentieux historique qui existerait entre les anglophones et les francophones. Là, je crois que cet article-là, vraiment, je souhaiterais que vous mettez ça à la disposition de vos téléspectateurs, et y compris à lui. Voilà, y compris à lui-même, je non. Il y a également des codes dans la République qu'il faut savoir respecter. On a quel contentieux historique avec les anglophones? L'anglophonie, la francophonie, c'est comment un incident de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du Cameroun. Pourquoi ça devait créer un différend entre nous? Et quand vous voyez bien comment il repart avec cette rengaine-là, il faut négocier, c'est sous-entendu, le gouvernement n'a rien fait pour pouvoir le faire. En réalité, il est en train de marquer une certaine connivence et conteste vis-à-vis d'un mouvement de biens qui sont nés dans le nord-ouest et le sud-ouest. On n'en a pas besoin. Si les gens veulent effectivement avoir une république à part, je ne sais pas si c'est envisageable, hein, dans le cadre de l'intangibilité des frontières qui s'impose à nous tous. S'ils veulent maintenant un État fédéral, c'est une possibilité, mais on attendra la séquence républicaine pour pouvoir en débattre. Si de manière majoritaire, les Camerounais disent que nous croient que le fédéralisme c'est une bonne chose, on sera fédéraliste, on sera dans un État fédéré. Maintenant, ils peuvent également dire nous voulons une décentralisation, on en débattra. Il y a des gars également qui ont le droit de dire nous voulons un État jacobin centralisé. On en débattait dans le cadre d'une campagne présidentielle, mais cette séquence républicaine doit être respectée. On n'a pas à avoir des connivences de ce style-là, tel que celui qu'il est en train de me manifester. Attendez, vous me donnez l'occasion de revenir sur ce fameux contentieux. Il est dit que lors des accords de Fumban en 1961, il avait été écrit dans l'article 47 que notre État sera fédéral et il sera fédéral à jamais. Et que le simple fait de venir en 72 pour pouvoir dire que bon, ce fédéralisme-là, en réalité, ne permet pas de défendre nos intérêts d'assurer une cohésion nationale et qu'on a demandé à ce moment-là de devenir un État unitaire, ça veut dire que les anglophones ont été dupés. Vous voyez très bien comment les intellectuels, quand vous parlez de Michel Locke tout à l'heure, y compris Maurice Kamto, juriste de très grand niveau, rentre dans une interprétation de l'article 47 là de manière très orientée, en pensant en tirer un capital politique. Il n'avait pas été dit dans le cadre de cet article 47 là qu'on sera fédéral à jamais. Cet article 47, là également, je souhaiterais que vous mettiez ça à la disposition de vos téléspectateurs, dit en substance, ayant été échaudé par le fait qu'il y a une partie de ce territoire-là qu'on considère comme étant un territoire anglophone, à partir du moment où il y a une partie de ce territoire-là qui a été rattachée au Nigeria, on prendra des précautions juridiques nécessaires pour qu'on ne nous parle plus jamais de séparation. En réalité, cet article 47-là consacrait ce que nous appelons aujourd'hui en droit international l'intangibilité des frontières. On n'admettra plus jamais qu'une partie du Cameroun, sous sa forme considérée comme étant une nation, sous une forme fédérée, ne puisse plus être jamais écartelée. Et donc,
adoptant la Constitution de 1972, il n'y avait jamais une tromperie en la matière. Hein. Et quand Jules également se perd en disant on a un contentieux historique, c'est lequel? Jules, avant cet incident-là de la guerre, de la Première Guerre mondiale, on était une seule communauté. Une communauté dirigée peut-être sous la forme d'un protectorat dirigé par des Allemands. À ce moment-là, on ne parlait pas de francophones et d'anglophones. Et avant ce protectorat-là, on a quand même des civilisations millénaires. Je note tout simplement qu'on a pu s'adapter au protectorat allemand qui a duré une trentaine d'années, une génération, qu'on s'est également adapté à cette forme-là, sous forme tutelle, mandat, par la suite, on a été cartelé entre deux États, on s'est adapté pendant à peu près 47 ans. Et là, je suis en train de m'expliquer que on ne peut pas s'adapter depuis 1960 au fait que l'on puisse être un État unitaire. C'est quand même curieux. On s'est adapté aux autres, à des périodes assez courtes. Là, nous sommes indépendants depuis 1960, donc si je compte bien depuis 61 ans aujourd'hui. Ah non, non, c'est totalement désagréable que l'on ne puisse plus parler des États séparés. Non, ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas supporter. Je souhaiterais également qu'ils ne puissent pas me dire qu'on puisse le supporter. Il y a quelque chose également dans le cas des revendications que l'on affiche, quelqu'un qui me sort cette histoire-là du fait de comment law est parfait. Il y a également le pouvoir qui vient de la France, qui est un pouvoir oppressant. Pourquoi est-ce qu'on doit faire, on va imposer le code civil aux anglophones, c'est totalement désagréable. Là également, je vais vous faire remarquer ceci. Le code pénal sur lequel il se référait, il est d'inspiration anglophone. Hein. Vous avez vu les francophones contester, ils n'ont pas contesté. Et vous voyez très bien quand les gens, les magistrats ou alors les avocats, ils se plaisent bien de dire je vais lui faire la cross examination. La cross examination, c'est une culture totalement anglaise qui a été intégrée dans notre corpus juridique aujourd'hui, sans toutefois que les francophones s'en émeuvent. Et un jour, dans un débat, j'ai dit à une personne, bon, vous voulez absolument qu'il y ait ces deux systèmes-là qui existent. Le common law d'un côté et le code civil de l'autre. Et j'ai un ami qui vient de Mabena, qui vient me rendre visite à Douala. On a commencé à monter une affaire, on s'entendait très bien, et puis vers la mi-chemin faisant, on a un contentieux qui se dessine. Je lui porte plainte où? À Bonanjo? Il va me dire non, 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 mais moi je suis anglophone, moi c'est le common law. Ou alors il va me porter plainte à Bamenda. Et une fois que j'ai soulevé ce problème-là, il y a quelqu'un qui m'a dit idiot, il y a une compétence juridictionnelle qui existe. Ah, l'idiot, c'est pas moi, c'est lui. En réalité, j'étais en train de soulever le problème de l'insécurité juridique auquel nous étions soumis du fait que nous ayons deux systèmes à l'intérieur d'un même État. Et l'intelligence voudrait effectivement qu'on trouve un système unique. Là, sur le plan pénal, on a trouvé un système unique qui fait beaucoup d'empreintes dans la culture anglo-saxonne. Ça coupe fois les gens se meuvent. Parlez-le un jour que vous allez faire également une disposition comme celle-là en essayant d'intégrer un certain nombre de dispositifs du Code Napoléon. Ils vont vous dire non, 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 vous les francophones, vous voulez nous commander. Non, à un moment donné, il y a une république qu'on va s'avancer. D'accord. D'accord. Jules Fourier, vous répondez et puis on avance. Oui. Je suppose que vous voulez répondre. Mais bien sûr que je vais répondre. Non, non, je pense que quand on parle des choses sérieuses, il faut rester sérieux. Me traiter de mauvais citoyen ou mauvaise conscience citoyenne engage Samuel Maud, mais quand on est dans un débat, il faut rester clair. Je lui ai dit, je suis vice-président et je porte aujourd'hui la parole de l'Alliance patriotique. Je rappelle que l'Alliance patriotique est un mouvement d'obédience upéciste. Je rappelle donc que quand il me dit on a résisté au protectorat allemand, machin truc, il peut écrire tous les articles qu'il veut, tant qu'il ne va pas être d'accord que Ruben Oumniobe est parti aux Nations Unies plaider le fait qu'on ne doit pas aller à l'indépendance avant d'avoir réuni les deux territoires et que les Nations Unies ont fait valoir qu'ils ne reconnaissaient pas l'unicité, en tout cas juridique, sur les territoires qui étaient contrôlés par les Allemands, raison pour laquelle nous avons eu deux indépendances. Une première indépendance le 1er janvier 60 qui concerne le Cameroun oriental, une deuxième indépendance en octobre 61 qui concernait la partie occidentale, ce qu'on appelle aujourd'hui le NOZO, mais qui en fait était beaucoup plus grand.
Et quand nos compatriotes du Nozo ont refusé leur indépendance par le rattachement au Nigeria, en prenant leur indépendance par le rattachement au Cameroun, ils avaient négocié, il y avait eu des discussions dont le sol était Fumban. Et Fumban avait sorti la Constitution fédérale de 61, pour laquelle, effectivement, l'article 47 prévoyait que la forme de l'État était une forme fédérale. Le RDPC et Samuel Motte sont tellement contre le Maurice Kamto qu'il ne sait même pas que Maurice Kamto considère que le référendum de 72, que nous considérons, nous, à l'Alliance patriotique comme étant une fumisterie, était quelque chose de légal, puisque Maurice Kamto lui dit, à partir du moment où on est reparti vers le peuple pour valider la modification de la Constitution, c'est le souverain qui l'a fait, il avait le droit de le faire. Mais le RDPC est tellement contre Maurice Kamto qu'ils ne savent même pas ça. Nous, à l'Alliance patriotique, on dit la chose. Le contentieux historique. Permets que je termine. Je t'ai écouté, permets que je termine. Je t'ai écouté, permets que je termine. Je t'ai écouté. Le débat, c'est aussi ça. Écoutez, même quand il y a des choses qui nous plaisent, on écoute. Je t'ai écouté. Donc, je dis, nous, à l'Alliance patriotique, on pense qu'à partir de, en 72, si on voulait véritablement revenir vers le souverain, le seul souverain qu'on aurait dû consulter était le souverain qui avait décidé d'accéder à l'indépendance par le rattachement au Cameroun oriental, c'est-à-dire le peuple du Nozo et le peuple du Nozo. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a consulté l'ensemble des Camerounais parce qu'on avait la conviction que la majorité étant francophone, sous un faux prétexte économique, on a cassé le contrat qui existait. Et c'est la cassure de ce contrat qui constitue ce qu'on appelle le contentieux historique. Et il faut régler ce contentieux historique. Alors, on peut être très malin, on peut se faire plaisir en disant on a fait des procès, on a fait des machins, on a fait des trucs. Il reste que fondamentalement, le contrat qu'on a signé en 61, le contrat qui prévoyait effectivement que le Nozo prenne son indépendance par le rattachement au Cameroun oriental a été rompu unilatéralement en 72 par le référendum et que le souverain vers lequel on s'est rapproché n'était pas le bon souverain. Voilà. Et c'est revenu par à-coup. Il explique des choses, mais on n'a peut-être pas le temps. Je souhaiterais que vous fassiez une émission spéciale là-dessus, parce que c'est un point important. Il faut qu'on explique tout ça et que les Camerounais le comprennent. Je voudrais juste rappeler à Samuel Motte qu'à partir du moment où on a deux indépendances, une indépendance du 1er janvier 60, une indépendance du 1er octobre 61, on a mis dans le fruit un verre. Et que ce verre-là, si on n'arrive pas à le négocier autour d'une table, il peut toujours me parler de son principe de l'intangibilité des frontières. Ben, ce principe de l'intangibilité des frontières ne s'est pas appliqué au Soudan. Quand un peuple veut sa liberté, quand un peuple décide d'avoir sa liberté, elle l'aura. Donc la seule façon pour nous aujourd'hui de rester un peuple uni, ce que l'Alliance patriotique appelle de tous ses voeux, c'est de se mettre autour de la table, d'en débattre et de regarder pourquoi le contrat a été rompu et de re-signer un nouveau contrat qui permettra de rester un peuple uni. Et quand on dit un peuple uni, ça ne veut pas être dit sur un régime centralisé. Parce que je dois rappeler aux gens qui, comme Samuel Motte, disent bah ouais, le centralisme a fait ceci, que les États-Unis sont une nation indépendante, qu'ils sont une nation fédérale, que l'Allemagne est une nation fédérale. Même la petite Suisse, où se situe l'intercontinental, est une nation confédérale. Donc il faut qu'on arrête de se mettre dans son petit coin, de dire il n'y a pas de contentieux historique. Il y a un contentieux historique. On a cassé un contrat qui a été signé en 61, qui consistait à dire on va sauvegarder les... Voilà. Alors, on aura une émission sur ce contexte historique. On fasse une vraie émission pour en débattre. On aura une émission, je vous propose, parce qu'on aura une émission, on fera un débat sur le contentieux historique, si vous permettez. Mais pour qu'on boucle notre émission, à tous les deux, je voudrais simplement avoir vos impressions sur ce qui se passera désormais. Maurice Kamto avait prévenu que si ces partisans militants ne sont pas libérés, c'est ceux qui les auront détenus en prison qui seront responsables de l'image que renverra le Cameroun à l'international. Qu'adviendra-t-il désormais que ces partisans ont été définitivement condamnés pour des prisons fermes pour la plupart et de 7 ans de prison pour ces cadres? Je commence par vous, Samuel Motte, et je finis par Jules Fauré. Que se passera-t-il? Oh, je ne sais pas le juge de conscience de Maurice Kamto.
il a annoncé également une de ses grèves il y a quelques années. J'ai dit aux gens, de toutes les façons, la grève n'aura pas lieu et que la grève n'a pas eu lieu. Il y a également un éminent pasteur, je crois que de la période médiévale, qui disait la manifestation du pouvoir qui impressionne le plus, c'est la retenue. La manifestation du pouvoir qui impressionne le plus, c'est la retenue. On n'est pas dans la retenue quand on peut faire des menaces. Et on ne peut pas dire qu'on fait également œuvre de démonstration d'une quelconque puissance. Il n'y a aucun élément nécessaire pour pouvoir faire en sorte que la CAN ne se déroule pas au Cameroun. La CAN va se dérouler, et je pense d'ailleurs qu'on s'attend à une très très grande fête. Et puis je crois que la fête sera belle. Et je voudrais également prendre le pari que compte tenu de ce que j'ai vu se déployer, nous sommes là pour faire en sorte que cette histoire de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, puisse également changer de palier. À partir du moment où ce sera joué au Cameroun, du 9 au 6 février, vous voyez qu'on va transformer cet événement-là et déjà la CAN ne sera plus comme elle a été avant. Même ce fameux respect-là que l'on évoque aujourd'hui et qui nous fait défaut parce que les Européens pensent que c'est un championnat de second niveau. À partir du moment où il se sera déroulé 50 ans plus tard au Cameroun, et là également, on voyait très bien que l'indication a été très forte. On est 50 ans plus tard, après 1972. On sortira avec une nouvelle compétition et cette nouvelle compétition-là, les Camerounais sont disposés à l'accompagner. Par ailleurs, également, un petit clin d'œil, le président de la République disait que cette compétition-là se jouera aujourd'hui. Et là également, une mauvaise interprétation l'a fait démentir en disant que ça avait été prévu, je sais pas moi, en 2019. Elle n'a pas eu lieu en 2019, ça veut dire qu'il avait menti. Non, il n'avait pas menti. Quand on dit que le rendez-vous se fera aujourd'hui, ce sera le jour convenu. On peut également convenir que compte tenu d'un certain nombre de contraintes, on le reporte de quelques semaines. On l'a reporté de quelques semaines. Aujourd'hui, ce sera le 9. Et le 9, la compétition aura lieu. D'accord. C'est vous qui nous prêtiez encore c'est vous qui nous prêtiez ce propos qu'on n'avait pas voulu ramener ici. Nous rappelons qu'il y a eu plusieurs renvois, n'est-ce pas, de validation des travaux du complexe d'Olembe. Et puis voilà, nous ne sommes pas venus là-dessus. C'est vous qui avez ce sujet. Alors. S'il y a des manifestations là également, vous avez vu qu'il a pris date. Il a dit effectivement que les gens qui font l'objet de détournement de fonds publics seront poursuivis, et ça sans état d'âme. Et là également, il y a un commentateur qui m'a fait remarquer que cette histoire-là de poursuite pour des gens qui gèrent mal la fortune publique, il a évoqué pour la dernière fois en 2013. Là, s'il revient en 2022, en 2021 pour pouvoir en parler, ça veut dire qu'effectivement qu'il est déterminé à prendre un certain nombre d'actes. Alors, deux dernières questions. Vous répondez, Jules Fauré, à la question précédente relative à ce qui pourrait arriver face aux menaces avancées quand même par le président Moïse Kamto, qui avait dit que le Cameroun sera seul responsable de l'image qu'il renverra à l'international s'il ne libérait pas ses militants et partisans qui n'ont rien à faire en prison. Moi, la question que je vous pose, après que vous ayez répondu à celle-là, à tous les deux d'ailleurs, tout à l'heure, on a entendu Samuel Dioudémont dire que ce n'est pas tout l'argent qui a été volé. Il parlait de l'argent, les 180 milliards du FMI mis à disposition pour faire face à la crise mondiale du Covid-19. Il a dit que ce n'est pas tout l'argent qui a été volé. Donc il reconnaît qu'il y a quand même une partie qui a été volée. Il y a déjà ce problème lié à l'argent volé du Covid-19. On se rappelle effectivement que la Cour des comptes a fait finalement un rapport là-dessus, sur lequel est d'ailleurs revenu le professeur Moïse Kamto, un rapport qui établit clairement la responsabilité des différents ministères. Et puis avant ça, on a eu quand même également l'argent détourné également de la CAN. Nous avons eu ici l'honneur de recevoir le ministre du Travail, M. Grégoire Rona, qui nous avait dit en 2019 que de toutes les façons, tous ceux qui sont responsables du détournement de cet argent vont répondre auprès des juridictions indiquées. Nous sommes en 2022 bientôt, la CAN va se jouer dans quelques jours. On n'a toujours pas eu vent, n'est-ce pas, d'un quelconque procès ouvert contre les personnes qui sont pourtant identifiées comme ayant, on va dire, maille à partie avec ces fonds destinés à la CAN 2019 qui a glissé.
Je vous laisse répondre déjà à la première question. Vous pensez quoi? Qu'adviendra-t-il? Et puis, à la dernière question, sur ces détournements de fonds, qu'on connaît, Samuel Dinoimote, sur le cas des 180 milliards, et je suppose qu'il reconnaîtrait également sur le cas de la CAN 2019 qui a glissé en 2022. Le président de la République l'a dit, les gens qui s'amusent avec le financement public, pour rendre des comptes. Après, maintenant, il y a la notion de l'opportunité. Je connais très bien. Ils sont moins dangereux que les marcheurs pacifiques. Ils sont moins dangereux que les marcheurs pacifiques. Des gens qui créent des torts à des familles entières sont moins dangereux que les marcheurs pacifiques. Est-ce que finalement, vous ne donnez pas l'impression, est-ce que vous n'avez pas finalement l'impression que le véritable problème du président de la République, c'est son pouvoir? Tant que vous ne faites pas atteindre à son pouvoir, vous pouvez continuer à vaquer librement à vos occupations. Puisque ceux qui ont détourné les milliards de francs CFA, ils ont quand même créé des torts aux Camerounais. Que ce soit ceux impliqués dans les détournements de fonds de la CAN 2019 ayant glissé, tout autant que ceux ayant détenu des fonds liés au Covid-19, les 180 milliards reçus par le FMI. Ça doit quand même à penser que le président, pour lui, le plus important, c'est qu'on ne recherche pas noise à son pouvoir. Cette question-là est de même nature que la conversation que j'ai eue hier. Parce que quand vous entendez des gens, ils disent le régime. Non, cette question-là de régime, je voudrais, moi, parler de la République. La République qui doit être stable, qui doit être forte pour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour pouvoir nous protéger. Et il y a également aujourd'hui des gens qui ont cette incarnation de la République, c'est des dirigeants, c'est pas le régime, ce fameux régime-là, parce qu'on l'a prononcé, on passe à une organisation mafieuse malfaisante. Non, il s'agit effectivement d'un ordre dirigeant aujourd'hui qui a l'incarnation, qui incarne les institutions républicaines et qui doivent agir. Et dans ce cadre-là, écoutez-moi très bien, Guy, c'est du même niveau et c'est d'une importance, c'est importantissime de dire que notre pilier, qui est celui de la République, ne doit pas être laissé à la merci du premier venu. Une meute peut avoir des conséquences que vous ne pouvez pas calculer aujourd'hui. Donc, quand vous dites qu'ils s'attaquent à son pouvoir, non, les gens s'attaquent au fondement de la République en disant qu'il y a des règles qu'ils ne veulent pas respecter. Et là, l'interpellation, elle est forte. Et également, je peux donc imaginer que ça peut ne pas avoir le même niveau de gravité que les gens qui ont détourné. Vous comptez ça en termes de milliards. On parle, nous, des vies humaines qui pouvaient être perdues s'il y a une guerre comme le nôtre s'engage. Vous connaissez, lorsque vous engagez une émeute aujourd'hui, est-ce que, attendez, l'ordre régnant a le droit de riposter? Dans le cas de cette riposte-là, si ça dégénère par une guerre civile, qui va payer les frais? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire la comparaison? Oui, 180 milliards, c'est beaucoup. Mais peut-être ce n'est pas de nature à déstabiliser le régime, la République. Et donc l'opportunité de poursuite fera que, en attendant le cas nécessaire, cette opportunité-là puisse nous orienter vers la recherche à l'attraper des gens qui ont commis un certain nombre de délits. Attendez, attendez. Le droit également de contester, c'est un droit fondamental. Et vous avez également le droit de le faire tout en sachant que vous violez la loi. Mais vous devez également admettre que vous pouvez être exposé aux affres de la même loi. Quand je reviens là sur l'apartheid, Mandela, quand il manifestait, il savait qu'il avait deux chemins qui s'offraient à lui. La première, c'était effectivement qu'il sortait victorieux de ce combat-là. Mais la deuxième également, c'est que l'ordre régnant allait le prendre pour le mettre en prison. C'est pareil pour l'apartheid, ça marche partout ailleurs comme ça. S'il y a des gens qui pensent qu'au Cameroun, qu'ils ont suffisamment de ressorts au niveau de la société pour pouvoir engager un bras de fer, pour pouvoir imposer les rapports de force, personne ne les arrêtera. Mais comprenez également que la République, elle est si faite. Elle n'est pas seulement camerounaise, elle est gabonaise, elle est française, elle est américaine. À partir du moment où il y a une démarche insurrectionnelle qui se déclenche quelque part, le réflexe premier, c'est qu'on essaie de le mater. Le mater, c'est un mot très fort que je n'aurais pas souhaité utiliser, mais c'est de faire en sorte que cette démarche-là puisse être étouffée dans l'œuvre. Il n'y a rien de mauvais. Vous avez pris beaucoup plus de temps que votre vis-à-vis, hein? Il a le droit.
et se rattraper. Vous avez pris beaucoup plus de temps. Hein. Bon, je note quand même que, avant de donner la parole à Jules Foguet, qui va répondre également longuement, et pour boucler cette émission, je note quand même que, ça veut dire le mot, hein, la modeste constatation qu'on peut faire au Cameroun, c'est que la majorité des manifestations, y compris des réunions publiques autorisées, libres, sont matées par l'administration de Yaoundé. Ça, il faudrait quand même qu'on le convienne. Hein. Les réunions publiques sont libres au Cameroun, même les réunions publiques sont interdites au Cameroun. Guy, là, tu me fais un bloc en jambe, là. Pourquoi tu mets ce problème là? Là, également, on a des éléments objectifs. Il faut justifier une telle démarche, une telle politique. Les réunions publiques de notre loi sont libres, elles sont matées. Les manifestations publiques au Cameroun par l'opposition sont interdites systématiquement. Systématiquement. Je vais laisser la parole à Jules Foguet qui va vous répondre. Parce que le fait du précédent n'est pas en faveur des gens qui sont dans l'opposition. Quand vous avez déclaré 2 jours avant que vous voulez faire une démarche insurrectionnelle, je vous souhaite beaucoup de chance à pouvoir expliquer à une autorité administrative, à une instance qui doit vous donner cette autorisation-là de manifester en lui disant que je suis de bonne foi, je veux faire une manifestation pacifique. Le fait du précédent ne prête pas pour point final. Mais si vous me donnez l'occasion, on reviendra sur ce point-là. Maintenant, je voudrais également vous dire, pour les téléspectateurs, mais également, il faut qu'on continue à sublimer la République. C'est la République que nous défendons, lui et moi, à travers le débat que nous venons d'avoir. Il ne s'agit pas nécessairement de défendre les positions de RDPC, parti auquel j'appartiens, mais quand je me prononce sur la place publique, j'ai à cœur de penser que les gens qui viendront avec moi, nous avons la chance d'avoir des enfants, ils vivront dans un monde meilleur. Ils vivront dans un monde sécurisé dans lequel ce n'est pas la loi du plus fort qui régnera. Je vous remercie. Ok, vous avez la parole. Sur toutes ces questions. Si vous voulez, je peux vous résumer les questions, hein, si vous avez oublié. Non, mais c'est bon. D'accord, allez, on vous écoute. Première chose, hein, première remarque, j'ai quand même noté quelques curiosités de la part de mon ami Samuel. Hein. Il considérait, avant que démolir un édifice public se relevait d'un problème interne, il considère que le léger glissement entre 2019 et 2022 de la CAN, c'est quelques semaines. Il considère que 880 milliards, c'est rien. À partir du moment où on peut dire qu'on va permettre. Je crois qu'il y a une conception de la République qui n'est pas la mienne. Sam, je t'écoute et laisse-moi finir. Je crois qu'il y a une conception de la République qui n'est pas la mienne. Maintenant, la question était de savoir ce qu'on pense, ce qui va se passer par rapport aux déclarations de Maurice Kamto. J'en sais rien. Je ne sais pas quels sont les moyens dont dispose le MRC pour gérer sa politique et pour implémenter sa politique de l'instant. J'en sais rien. Ce que je sais, moi, c'est qu'à l'Alliance patriotique, nous appelons tous les partis politiques épris de liberté de considérer que ce qui s'est passé avec les militants du MRC et de Stand Up Cameroun n'a rien de judiciaire. Et qu'à partir du moment où on considère que ce qui s'est passé avec ces militants-là, qui ne soient pas nos militants à nous, mais les militants de Stand Up, les militants du MRC, n'a rien de judiciaire, nous, à l'Alliance patriotique, nous appelons tous les patriotes épris de liberté, de républicanisme, que répète à longueur de parole mon ami Dieu de le monde, mais en faisant tout pour le casser, nous appelons tous ces gens-là, qu'on se mette tous ensemble autour de la table pour réfléchir sur ce que sera le Cameroun de demain. Parce que si on laisse passer ça, bah, notre tour viendra. Donc il ne faut pas qu'on laisse passer. Il faut qu'on regarde quelles sont les voies et moyens qui permettent, en restant dans le cadre institutionnel cher à mon ami Maud, de répondre à cette injustice, à répondre à ce qui n'est pas du tout judiciaire. Pour ce qui est de la gabégie que Samuel ne conteste pas, mais qu'il relativise en disant 880 milliards, c'est rien. Je constate tout simplement que c'est dommage qu'on puisse comme ça laisser la République mourir. On a vu Monique Oumatekel perdre ses jumeaux parce qu'on ne peut pas la prendre en charge parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et quand on me dit à moi que 880 milliards, c'est rien parce qu'on veut sauver des vies, j'ai mal. J'ai mal à ma République. J'ai mal au Cameroun. J'ai mal à l'avenir de ce peuple-là. Voilà ce que je peux dire. Je ne voudrais pas m'étendre très longtemps parce que ça ne servira à rien. La seule chose que l'Alliance patriotique demande, c'est que tous les patriotes, y compris les patriotes du RDPC, comprennent que ce qui vient de se passer avec ces condamnations n'ont rien de juste et de justice et qu'on se mette tous ensemble pour inventer le Cameroun nouveau. Qu'on se mette tous ensemble pour reprendre ce que disait Ruben Umniobé, qu'on se mette tous ensemble pour reprendre la lance de Ruben Umniobé
et de conduire ce Cameroun vers sa destinée, qui est celle d'être une très grande nation. D'accord. Dernière question, et pour ce sera la question de fin, la régie me dit qu'elle m'ajoute encore, vous avez chacune une minute. Hein. Ça m'a dû donner une minute, parce que la régie me dit que, voilà, on a grillé, on a fini le temps, ils avaient été partis. Ça m'a dû donner une minute pour la dernière question. On a vu à Tangandi donner l'impression qu'au Cameroun, désormais, pendant la période de la CAN, la vie doit simplement être rythmée à la musicalité de la CAN. Il n'y a plus d'activité politique, on ne doit plus brancher. Tout doit être rythmé au rythme de la CAN, du football. Est-ce que c'est normal à la République que tout le monde soit conditionné pour parler le même langage de football en période de CAN? Est-ce que la vie politique devrait s'arrêter? Dieu ne savait moi. Bon, c'est moi qui dois aller au casse-pipe comme d'habitude. Bon, écoutez, il parle votre contradicteur. Il parle de langage de ce qu'on attend des ministères de l'administration territoriale, tout simplement, en disant de l'ordre, rien que de l'ordre. C'est le sort même, c'est l'honneur même de son ministère. Il est au cœur de son métier, comme on aime à dire chez nous. Il est au cœur de son métier, il le dit. Là également, je vais vous dire une chose. J'assiste à une conversation, elle est sur Internet, entre Alain Duhamel, Yves Calvert et Edouard Balladur qui parlent effectivement des problèmes de liberté. Et en fin de conversation, il y a Yves Calvert qui commence à se plaindre de ce qu'on restreint les libertés, compris chez moi en France, vous voyez, une civilisation millénaire, une vieille démocratie. Et Yves Calvert se plaignait de ce qu'on restreint quand même. Et il lui dit, mais je savais pas que vous étiez étouffé. C'est Edouard Balladur qui lui donne cette réponse. Je savais pas que vous étiez autant étouffé par un certain nombre de règles que nous prenons. Et là, il devient très sérieux, il regarde, après il le dit avec une calme, il devient un peu plus sérieux, il le regarde droit dans les yeux, en lui disant de toutes les façons, la liberté, oui, mais le désordre, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas le désordre non plus. Tous les dirigeants au monde entier, quelle que soit leur, situation géographique, quel que soit le degré, le niveau de démocratie qu'on leur attribue, ont à cœur de penser que l'ordre doit régner dans nos rangs. Bon, cette notion d'ordre-là, certainement, elle nous aide par moment, parce qu'on pense que la première conséquence, c'est qu'elle restreint nos libertés, mais en réalité, c'est une préoccupation première de tous les gens qui dirigent, en pensant qu'on n'a pas besoin de faire le désordre. D'ailleurs, le président, comment s'appelle, le général de Gaulle disait, il ne faut pas que la chienne s'installe. Le mot de la chienne, je crois qu'on le lui attribue, il vient de lui. Il vient de quelqu'un, effectivement, qui s'est battu pendant très longtemps pour les libertés, pour l'indépendance, puisque Jules, il a commencé ce truc-là par l'indépendance, il s'est battu beaucoup pour que l'État français reste un État indépendant. Là également, il suivait un film tout récemment où, vous savez, la visée première des gens, des soi-disant alliés de la France de l'époque, était de dire qu'à partir du moment où la guerre s'est arrêtée, on va mettre l'État français sous protectorat. Il a fallu que le général de Gaulle ferraille très fort pour que cette indépendance-là que les Français ont aujourd'hui puisse être acquise. C'est également notre droit, nous, puisqu'il a fait une évocation en 1960, c'est de notre droit, de le sort de nos populations, de faire en sorte que l'on puisse bagarrer pour que cette indépendance ne soit pas un des mots à l'intérieur de nos territoires. On va laisser le même temps de parole longue à Jules Faurier sur la même question. Avec Tangandi, pendant la période de la CAN, il n'y a rien à faire d'autre que de parler football. Pas d'activité politique. Tout doit s'arrêter. Non, mais on connaît le ministre là qui est dans ses déclarations, hein, entre les serpents affamés, les œufs, machin, tout ça, j'en sais rien, on connaît ce truc. Non, l'activité politique ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a la CAN. Je pense que l'activité politique doit continuer parce que le peuple se nourrit de cette activité politique-là. Maintenant que la CAN soit une grande fête, pour ceux qui sont passionnés par le football, c'est une chose. Que le Cameroun tienne à briller de mille feux dans son organisation de la CAN, c'est une chose. Simplement, ce qu'on peut observer en tant qu'observateur que nous sommes, c'est qu'il aurait commencé par sanctionner tous ceux qui ont créé de la gabégie autour de cette CAN, qui a créé le glissement qu'on connaît entre 2019 et aujourd'hui, et qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus de complexe olympique, mais de stade olympique. On pourrait espérer, en tout cas, les patriotes, les républicains espèrent, qu'au lendemain de cette CAN, des décisions tomberont, parce que les Camerounais se souviennent qu'au lendemain de la CAN 72, beaucoup de responsables se sont retrouvés en prison. Mais à l'époque, c'est Aïdjo qui était au pouvoir. Et pour terminer sur un clin d'œil
et rappeler à Samuel Dieudonné-Motte que quand il parle du général de Gaulle comme quelqu'un qui s'est battu avec bec et ongle pour sauvegarder l'indépendance de la France, je voudrais lui rappeler que cette bataille, elle est partie de Douala, le 27 août 40, et que l'Alliance patriotique porte cette date-là aussi. Voilà. Voilà, je voudrais donc de nouveau vous remercier tous les deux d'avoir accepté respectivement depuis Strasbourg et depuis Douala de prendre part à cette première émission en 2022 sur Diaf TV, Diaf Débat. Merci vraiment à tous les deux et merci particulièrement à Xavier Bilong qui nous a permis de retrouver une meilleure qualité, n'est-ce pas, depuis Douala de cette émission. Xavier Bilong donc depuis Douala qui est notre correspondant technique qui nous facilite également ces émissions à distance sur Diaf TV. Voilà, Xavier Bilong qui apparaît donc sur le petit écran. Merci à lui. C'est l'homme sans qui nous ne pouvons pas faire grand-chose sur Diaf TV avec nos émissions à distance. Merci à Xavier Bilong. Merci effectivement à notre réalisateur de l'autre côté qui nous a permis donc de faire cette émission malgré quelques coupures parfois inattendues. Grâce à lui, on a pu donc avoir un prolongement du temps imparti de cette émission. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Diaf TV, cette émission est à présent terminée. C'était Diaf Débat consacré donc à la condamnation de plusieurs militants du MRC et de stand-up au Cameroun à la suite donc des marches interdites par le gouvernement et qui leur vaut aujourd'hui donc par le tribunal militaire de Yaoundé une condamnation à plusieurs années, parfois de prison ferme pour la majorité d'entre eux. Voilà, nous vous disons à très bientôt dans nos programmes Diaf TV pour cette année et rassurez-vous, la ponctualité restera de l'heure sur Diaf TV. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.